Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delangy. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesan-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jeanne Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle le foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Je me suis trompé de jingle. Excusez-moi messieurs, oui je sais pas pourquoi j'ai mis ce jingle là, bah écoutez, on va lancer sur ce jingle là. Nous sommes dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, tous les mardis 20h, 21h, avec mes chroniqueurs Jean-Michel Madiane du PFC, Jeune, Thomas Lorelai et Julien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. Ils sont au taquet, ils vont se présenter, vous inquiétez pas. Et notre invité de ce soir, c'est pas n'importe qui. Oula, non. Vous l'avez vu sur notre Facebook, sur notre Twitter et sur plein d'autres réseaux sociaux. Peut-être, je sais pas, dans les articles de nos partenaires de football.com, tout le monde s'en fout et de jeunefooteux.com. Il a été journaliste à Téléfoot, il a rejoint Canal+. Puis après, il est allé à Stade 2, il a animé Terre de foot. Chroniqueur dans On refait le match, animateur dans Roustan Football Club sur Europe 1, animateur sur Roustan Dimanche de l'Équipe TV. Maintenant, il anime son blog Roustan en liberté ou Roustan TV, c'est comme vous voulez, un blog sur l'équipe.fr, allez le voir aussi. Il a créé aussi l'association Foot Citoyen en 2003. Nous accueillons, on a grand honneur d'accueillir Monsieur Didier Roustan. Bonsoir, Monsieur Roustan. Bonsoir, je suis sur la moquette là, c'est trop d'honneur. Ah, non. C'est trop. Ah, non. Même si vous avez oublié une chose essentielle. Dites-le moi. L'enfant du soleil, on a oublié l'enfant du soleil. Non, pas l'enfant du soleil, mais j'ai créé avec Maradona et Cantona le syndicat mondial des joueurs en 95. Mais bon, voilà. Ok. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bah écoutez, prochaine. C'est parce qu'il était pas né en fait, c'est pour ça. Oui, 95, ça, c'est vieux. Non, c'est pas vieux. Allez, donc à tout moment, je tiens juste à vous le dire, à tout moment, on peut avoir un moment Roustan TV qui arrive, comme ça, un moment de blog qui peut arriver dans l'émission. Donc je sais pas quand ça peut arriver, j'ai préparé ça peut arriver à tout moment. Je vous le dirai, le jingle va partir à tout moment. Je vous rappelle juste le sommaire de l'émission. Premier débat, choix de l'invité. Didier choisira entre deux débats. Deuxième débat, le choix des chroniqueurs. Troisième, interview décalée de Didier Roustan. Donc, on aura quelques phrases, quelques questions croustillantes à poser à Didier et les pronostics de l'émission. Allez, c'est parti avec nous. Didier Roustan qui va choisir entre des débats. Donc, je te les présente. Doit-on être fier du PSG ou déçu de cette élimination en Ligue des Champions? Ou plutôt, les bons jeunes de Ligue 1 doivent-ils rester en France? Quel est ton choix? Peut-être le premier, parce que je pense que le deuxième, qu'ils doivent ou pas, ils partiront de toute manière. S'il y a plus de meilleures conditions financières ou des clubs qui les font rêver, on va dire le premier. D'accord, ok, le premier. Et j'ai tout de suite un jingle Roustan TV. On va écouter ça. C'est parti. We are the champions, my friend.
la. We are the champions. We are the champions. Avec le nom de l'équipe, all time for losing. But we are the champions of the world. Et ben voilà. Je savais pas ce qui allait tomber. Je savais même pas qu'est-ce que allait choisir Didier Roustan. Et ben voilà. Le jingle l'a dit. Roustan TV l'a dit. C'est la Ligue des Champions. Voilà. Donc vous retrouvez tout ça sur l'équipe.fr avec, bon, il y a plein d'autres choses, hein. Didier, il chante pas du début jusqu'à la fin de son blog, hein, je vous rassure. Non, quand même pas. Non. Mais beaucoup, voilà, c'est beaucoup. Allez, c'est parti. Donc première question pour toi, Didier, sur ce premier débat. Doit-on être fier du PSG parce qu'ils sont éliminés quand même en quart? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets et que quelque part, bizarrement, ça se reproduira peut-être pas forcément la saison prochaine. Ils peuvent tomber, je sais pas moi, dans un groupe de la mort et voilà quoi. Le train il est passé et il y avait vraiment une très grosse possibilité parce que bon, le fait que Barcelone, pour moi, ils sont quand même un peu sur le déclin. Le fait qu'il n'y ait pas Messi, les 2/3 de la double confrontation, ça arrange quand même les choses. Et puis, bon, surtout, le PSG, je veux dire, a bien maîtrisé sur son match, enfin, en particulier celui au Nou Camp, hormis les 25 premières minutes au Parc des Princes, après c'était plus compliqué. Et ils ont bien joué, quoi. Et on sentait, à 1-0, on sentait les joueurs du Barça complètement à l'ouest, et c'était là qu'il fallait essayer, ils ont eu la possibilité d'ailleurs, mais Pastore a complètement dévissé de marquer ce deuxième but. Si Messi rentrait à 2-0, bon, il restait encore 20 minutes, ils peuvent marquer 2 buts, éventuellement des prolongations, mais disons que je pense que Barcelone serait parvenu. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais il y a, voilà, c'est le football, quoi. Je veux dire, pour moi, la défaite, c'est pas quelque chose de dramatique. En soi, je parle pas de l'élimination, enfin c'est celle-là précise, mais je veux dire, voilà quoi, bah ouais, il y a un gagnant, il y a un perdant, ouais, donc voilà, ouais. Quelques regrets, c'est vrai. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant, il y a un qualifié et un non qualifié. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un gagnant et un perdant aussi, quoi. Celui qui est qualifié, il est gagnant, on va dire. Mais disons, enfin pour moi. Personnellement, après Chris, c'est pour ça que je t'en parlais off juste avant qu'on commence l'émission. Là, la question pour moi, elle est assez mal posée parce que tu parles d'une déception. Je la vois pas dans le sens, et pourtant Dieu sait que je suis anti PSG. Je vois pas où aller dans le sens où ça faisait des années que le PSG n'avait plus joué la Ligue des Champions, qu'ils sont quand même ils ont quand même bien joué et ils sont arrivés là où ils ont été. Et je trouve pas. Oui. Moi, je pense qu'il faut on peut soit quand même fier, comme ça aussi, mais il y a quand même, vu les circonstances et le contexte de ce deuxième match, je trouve un brin de déception parce qu'il pouvait passer, quoi. Ouais, mais on voit moi je pense qu'on peut être un peu déçu au niveau du match, au niveau du deuxième match, voilà, ils peuvent être un peu déçus les Parisiens. Vas-y Thomas, tu voulais réagir parce que ce que disait sur Didier. Oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu d'accord avec les propos de Didier. Maintenant, ça dépend aussi du tirage. Quand on voit Manchester City qui a investi des millions et qui tombe dans des groupes de la mort à chaque fois, c'est vraiment pas de bol. Oui. Maintenant, est-ce que c'est pas déjà un luxe quelque part d'être déçu par cette élimination face à Barcelone sans avoir perdu un seul match, alors que l'équipe version Qatar n'a que 1 an et demi. Elle n'a que 1 an et demi. Elle n'a pas 3 ans, 4 ans, 10 ans. Elle n'a que 1 an et demi. N'est-ce pas un luxe? Oui, sous cet angle-là. Bon, ils ont perdu un match à Porto quand même, hein, où ils n'ont pas été bons. Ah, quand tu dis ne pas perdre un match, c'est sur la double confrontation de Barcelone. Oui, par rapport à Barcelone. Oui, d'accord, ok. Oui. Je pensais toute la Ligue des Champions. Oui. C'est sûr que, bon, quand Leonardo dit Barcelone a mis 20 ans pour monter cette équipe et nous, on a mis 15 mois ou 16 mois et on a fait quasiment un jeu égal. C'est vrai que au moment du tirage, tout le monde était ravi parce qu'on se disait tiens bon on va vraiment voir le niveau peut-être du PSG, mais tout le monde pensait quand même qu'on allait en prendre, allez, on va dire 2 au Parc des Princes et peut-être 3 je veux dire au Nou Camp. Donc vu sous cet angle-là, effectivement c'est assez flatteur, mais je dis encore une fois, et comme vous l'avez dit, Manchester City, ils sont tombés 2 fois dans le groupe de la mort. Maintenant, il faut pas être dupe aussi, le PSG, ils sont tombés dans l'un des groupes les plus faciles.
Après, il passe Valence. Bon, le match retour est pas monté, enfin, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. La première mi-temps à Valence était belle, c'est vrai. Non, enfin, ils ont bien fait leur taf et c'est vrai que c'est très encourageant parce qu'une équipe, normalement, ça met quand même beaucoup de temps à construire. Là, l'argent aidant, il est possible qu'ils brûlent les étapes. On leur souhaite. Il faut voir. Jean-Michel, qu'est-ce que tu as à réagir là-dessus? Toi, t'es plutôt fier ou t'es plutôt déçu? Bah, c'est assez compliqué parce que moi, j'ai tendance à, enfin, déjà avoir un petit peu de mal à être fier lorsqu'il y a élimination. Alors, bien sûr, on n'a pas perdu face à la meilleure équipe du monde, mais je me dis qu'après c'était 2 matchs à jouer, 2 confrontations directes, pardon, à jouer. Et malgré ce qu'on a pu dire avec un Barça qui était moins bon, ce qui était vrai, un Messi aussi amoindri physiquement, bah au final je retiens qu'on passe pas. Alors bien sûr, depuis le match retour contre Porto, si je dis pas de bêtises, le PSG peut être fier de son parcours parce qu'il a fait de très gros matchs. Maintenant, c'est pour ça que j'étais pas trop d'accord avec, je sais plus qui disait tout à l'heure que le PSG version Qatari n'a qu'1 an et demi. Oui, certes, mais la saison prochaine, ça sera pas un gage de réussite parce qu'on a fait un bon parcours ou parce qu'on a sorti 2 belles oppositions face au Barça, parce que en tout cas à l'heure où nous parlons, on peut pas lutter face à des équipes comme le Bayern, contre le Real Madrid, contre le Barça, parce que ces équipes elles viennent avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de gros joueurs, avec leur histoire aussi, parce que ça compte aussi. Faut pas oublier que toutes ces équipes ont joué des finales de Coupe d'Europe, en tout cas de Ligue des Champions, ce qui n'est pas encore le cas du Paris Saint-Germain. Et puis si on suit cet exemple, on peut se dire qu'Abramovich a mis 10 ans pour remporter une Ligue des Champions. Donc j'espère que le PSG n'attendra pas 10 ans, quoi. Ah bah à mon avis, Ibrahimovic sera mort, mais au bout de 10 ans. Oui, non, j'exagère, mais il sera mort. Ibra n'est pas le PSG, on fera sans lui. Ibra ou pas, il y aura toujours des grands joueurs à Paris. Ibra c'est aujourd'hui la star du Paris Saint-Germain, mais si demain il est amené à partir parce que soit il le décide, soit parce que il y a une opportunité autre qui se présente pour les dirigeants parisiens, Ibra s'en ira et c'est le football qui tourne ainsi. Donc Ibra, on sait qu'il va pas rester 10 ans. Il est pas resté 10 ans à Milan, il est pas resté 10 ans à Barcelone, pas resté 10 ans à Turin, il est pas resté 10 ans à l'Inter, il va pas rester 10 ans à Paris. C'est acquis, ça. Mais enfin, toujours est-il que ça reste encourageant quand même, je trouve. Moi, quand on analyse bien les 2 matchs face au Barça, ils ont quand même eu au moins autant d'occasions que le Barça. Pour moi, ça reste encourageant pour la suite. Je pense que il y a pas, on peut vraiment avoir des motifs de satisfaction. Effectivement, ça s'est joué à peu de choses, moi je trouve, très peu de choses, et je pense que bon, ils ont surtout manqué de chance plus que d'expérience ou de choses comme ça, à mon avis en tout cas. Ils ont manqué de mental aussi, hein, parce qu'une fois que Messi rentre, bon certes les Barcelonais d'un coup ils gagnent 300% confiance, mais le PSG il a reculé de 15 mètres quoi. Alors qu'au final Messi il a fait 2 passes, 2 courses, 2 contrôles, puis il a marché le reste du match quoi. Il y avait pas de quoi avoir peur du Messi qui rentre sur le terrain. Non, mais peut-être que ça a changé bonne nouvelle peut-être, enfin l'une des bonnes nouvelles peut-être, c'est que ces 2 matchs ont été vus par des centaines de millions, peut-être des milliards de gens, et notamment par le monde du football. Donc ça va être aussi une bonne publicité pour faire venir des grands joueurs, parce que quoi qu'on dise, Thiago Silva, Milan l'a vendu parce qu'ils avaient besoin d'argent, lui il voulait pas venir à Paris. Ibrahimovic, bon, il fait un contrat en or, mais il est en fin de carrière. Peut-être s'il a 25 ans, il préfère rester en Italie ou aller en Angleterre ou je sais pas trop où. Et c'est vrai que pour attirer, avec la faiblesse quand même de la Ligue 1, des grands joueurs, même si on a l'argent, parce que les grands clubs, je veux dire, ils peuvent aussi donner 15 millions d'euros annuels à Ronaldo ou quelque chose comme ça. Ben, le fait qu'il y ait eu ces 2 matchs, je pense que peut-être ça fera réfléchir positivement certains grands joueurs qui se poseraient des questions. Enfin, ça montre les ambitions parisiennes, quoi. Parce que ce dont j'ai peur, c'est pour ça que c'est difficile de se projeter, de dire Ibrahimovic, bon, il a mis 9 ans pour avoir une Ligue des Champions. Ok. Mais ça veut pas dire pour autant que Paris, avant 9 ans ou en 10 ans, en aura une. Si demain il y a l'attaque de 75%, si elle passe,
Ça veut dire que, hormis le PSG qui s'en fout puisqu'ils ont tellement d'argent que c'est pas le problème, sur les 100 meilleurs joueurs français, on va enlever les 25 qui sont du PSG, les 75, c'est mathématique, il y en a 80% qui vont partir. Et ça veut dire que la Ligue 1 va être tellement faible que le gars aller au PSG pour s'emmerder tout au long de la saison pour jouer quelques matchs de Ligue des Champions, autant être dans des institutions. Il n'y a pas de grand club en France à part Paris. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas un Real Barça. Il n'y a pas des 15 matchs non, gros enjeux en Angleterre. Ouais. C'est clairement moins attirant que les autres championnats. Oui. Hein. Oui, mais après, bon, comme beaucoup de clubs sont endettés, et puis avec le fair play financier, bon, certains vont devoir faire gaffe. Peut-être certains vont faire comme bilan assez avec Thiago Silva, quoi. Je veux dire, et puis après, c'est quand même le joueur qui décide. Maintenant, le joueur depuis Larry Bosman, il est un peu patron, plus ou moins, quoi. Ça veut dire bon, bah, mais d'un autre côté. On n'est pas le champion d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne et tout, donc je suis pas si sûr que ça que le PSG gagnera une Ligue des Champions très rapidement ou qu'il soit. Alors justement Didier, c'est très bien parce que vous rebondissez un petit peu sur le PSG et justement sur la Ligue 1. Est-ce que on va parler d'autre chose que de cette déception de la Ligue 1. Est-ce que le PSG est-elle une grande équipe, une grande d'Europe, comme vous l'avez dit dans votre blog la dernière fois? Est-ce qu'on peut s'attendre à un grand PSG peut-être dans les prochaines années? Ça veut rien dire parce que avec les transferts, ça peut partir vite en live. Est-ce que c'est une grande Europe ou pas? Bah, pour l'instant, c'est pas une grande Europe. Est-ce qu'ils peuvent le devenir? La difficulté, c'est quand même la faiblesse de la Ligue 1 et qui est de plus en plus faible. Et le phénomène paraît, enfin, je veux dire, je sais pas, imparable. Et ça veut dire qu'à un moment, si on joue pas contre des chèvres, je veux dire, mais tout au long de l'année, que des équipes qui font que défendre, qui s'accrochent comme des bêtes, qui machin, qui ceci, cela, les équipes italiennes, espagnoles, allemandes et anglaises, elles ont, outre la force de certains clubs, elles ont aussi le fait de jouer des grands matchs 10 fois dans la saison. Ils jouent des matchs de Ligue des Champions dans leur championnat en soi. En Exactement. Angleterre, il y a des 3, 4, voire 5 équipes niveau Ligue des Champions. Voilà. Là, si la Ligue 1 tout, s'appauvrit à ce point-là, je suis pas, ça va être compliqué quand même. On voit bien que maintenant, alors ils n'ont pas les mêmes moyens, mais dans le championnat portugais, on voit bien que Benfica ou il y a Porto, ouais, qui a été un peu une exception, mais maintenant ça sera très compliqué. Parce que même si ces clubs-là, Manchester est déjà champion, le championnat se joue à 2. En Espagne, ça se joue qu'à 2 finalement. C'est que Real Madrid et Barcelone. En Allemagne, ça se joue quasiment qu'à 1 et tout. Mais chaque fois, c'est quand même des gros matchs, des grosses ambiances, et les gars progressent quoi quelque part. Donc c'est un aspect qui joue pas en la faveur du PSG à mon avis. Ouais, donc le problème va peut-être être, comme tu le disais tout à l'heure, sur la Ligue 1, peut-être qui est pas assez relevé, donc pas pouvoir attirer justement des grands joueurs, peut-être. Thomas, tu voulais nous parler dans le championnat français, peut-être de l'arrivée de Monaco, c'est ça qui va peut-être remonter, enfin c'est pas encore fait. Oui, justement, enfin moi ce qui me semble assez paradoxal, c'est ce que Didier vient de dire par rapport à Paris n'a pas de concurrence. On a une concurrence économique avec Monaco qui va monter très très certainement en Ligue 1, mais actuellement il y a des polémiques sur Monaco, doit-il être en Ligue 1? Donc on remonte un peu 30 ans en arrière. Et moi ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on a une concurrence qui va se faire économiquement, mais quelque part on la réfute. Est-ce que c'est pas paradoxal finalement? Est-ce que cette concurrence, elle serait bénéfique finalement au championnat français et à Paris? Cette concurrence, elle serait bonne si Monaco effectivement demain avait un grand club, etc. Enfin vu qu'il semble avoir les finances pour. Après, à l'époque où Monaco bénéficiait déjà de certains privilèges financiers, ça dérangeait moins les présidents parce que bon, ils n'étaient pas champions tout le temps, Campora était fort à la Ligue, etc., etc. Maintenant, c'est sûr qu'un club comme Lyon, le PSG semble programmé pour être toujours devant Lyon en championnat sur les prochaines années à venir. Si Monaco l'est aussi, il reste la 3e place, donc ça les fait pas rire les dirigeants français. Je pense que eux, ils pensent de manière individuelle, mais ça peut se comprendre aussi. Et ils se disent Monaco a déjà beaucoup d'argent, donc s'ils continuent à bénéficier des privilèges et qu'un joueur étranger ne paie pas d'impôt à Monaco,
quelque part, c'est pas juste. Et c'est vrai que c'est pas de la juste. concurrence déloyale. Mais pardon? C'est de la concurrence déloyale. Il y en a qui payent 75% d'impôts directement et Monaco les paye pas, quoi. Ouais. Bah ouais, mais oui, mais ça c'est les accords entre la France et la principauté, quoi. Ça dépasse le cadre. Je pense pas que la Ligue du ils le donnent à Monaco, hein, alors que Monaco, s'ils veulent aller avoir une belle équipe, être représentés dans le monde, ils ont plus besoin de la Ligue 1 que la Ligue 1 a besoin de Monaco. Ils ont le calcio au pire. Hein. Ah bah oui, mais tu commences tout en bas, donc faut monter. Ouais, ça serait compliqué. Tu vas pas arriver en Serie A direct, hein. Non, mais voilà, ça serait un peu compliqué, mais c'est vrai que la Ligue 1 aura besoin de Monaco. C'est clair qu'au niveau financier, pourra peut-être concurrencer le PSG. On ne sait pas encore le potentiel qu'ils vont avoir prochainement, combien il va mettre sur la table. Ça reste un peu compliqué. Je vais revenir un petit peu sur le PSG. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lauria? Tu penses qu'on s'enflamme pas un peu trop sur le PSG actuellement avec ce grand d'Europe? On les imagine après cette élimination, on les imagine déjà champions de Ligue des Champions. Donc, j'exagère, mais on les voit partout dans les médias. C'est-à-dire qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Si on voit les unes de la presse spécialisée ou autre, si on voit à la télé et tout, s'il n'y avait pas le PSG cette année, s'il n'y a pas Ibrahimovic, Beckham, bon, à tort ou à raison, Thiago Silva ou les trucs comme ça, il y a quand même rien. C'est le désert de Gobi, quoi. Alors, forcément, après, c'est un peu humain, quoi. Comme on n'a jamais été susceptible de gagner une Ligue des Champions, sauf à l'époque de Lyon, peut-être sur une ou deux saisons, mais ça remonte un petit peu. Ben, les gens s'enflamment vite, mais on ne peut parler que de ça. C'est ça le problème, puisque Marseille n'a plus d'équipe. Alors ok, ils sont deuxièmes, ils vont terminer sur le podium, je leur souhaite, et c'est très bien, mais il n'y a plus rien, quoi. Il y a Saint-Étienne qui de temps en temps fait un petit peu des choses, mais... Oui, mais c'est... Didier, on parle maintenant du PSG. Vas-y, John. Ça fait 10 ans que la France passe un peu pour des guignols en Europe. On l'a vu avec Lille et Montpellier encore cette année. On a enfin une équipe qui roule un peu des mécaniques en Europe, qui passe pas pour un con à chaque match. Voilà. C'est normal qu'on s'excite, hein. Bien sûr. C'est humain, hein. C'est normal, ouais. Ben, si demain le PSG, bon, faut voir, mais s'ils attirent Cristiano Ronaldo, ma foi, je veux dire, si tu as Cristiano Ronaldo avec le PSG au New Camp, l'affaire elle est pliée, hein. Parce qu'à mon avis, outre peut-être des problèmes derrière latéraux ou des choses comme ça, ils ont quand même des joueurs, quoi. Ils ont vu leur manque, ils vont recruter cet été, c'est obligé, hein. Ils vont faire un peu de place dans les anciens du PSG, recruter une ou deux stars en plus, et on peut les attendre dans le futur, hein, je pense, le PSG. Ouais, mais une ou deux stars, faut voir lesquelles aussi, quoi. Oui, on va pas recruter Messi, Ronaldo tout le temps, mais... Vas-y, Laurel. Une star en plus, oui, non, mais... sur l'équipe, ça passe, hein. Enfin, ça y est, c'est bon, John, c'est ça suffit. Ton temps de parole est écoulé pour le reste de la saison. Voilà, merci. Carton rouge, hop, c'est bon, je vais couper le micro, c'est bon. Non, mais bon, Didier a pas mal résumé mon point de vue, parce qu'à l'heure actuelle, de toute façon, le PSG, c'était la dernière équipe française à ne pas être ridicule et en C1, et puis même qui donnait espoir à une majorité de Français. J'en faisais pas partie parce que je les suis pas en Ligue des Champions, mais après, de toute façon, il va falloir compter sur eux dans les prochaines années, on le sait. Ils vont faire un recrutement intelligent puisqu'ils ont les moyens de le faire, donc ils vont pas commencer à faire du grand n'importe quoi ou d'être restreints dans leurs moyens. Donc s'ils ont déjà réussi à faire ce parcours-là en revenant, c'est leur première année, où ils reviennent en C1 et qui font un tel parcours, ça me fait un peu mal à la gorge de le dire, mais voilà, il va falloir compter sur eux dans les années suivantes, et à quel rythme je sais pas, mais comme ils ont déjà prouvé qu'il fallait pas, qu'ils blaguaient pas trop en C1 cette année, ça ne peut être que, je l'espère en tout cas, vu les moyens qu'ils ont, ça ne peut être que crescendo pour les années à venir, espérons-le en tout cas pour eux. Mais voilà, non, je pense qu'ils ont prouvé pas mal de choses rien que cette année. Comme le disait tout à l'heure, voilà, ça fait qu'un an et demi où c'est une équipe renouvelée à la mode qatari, et ils ont pas eu à trop à rougir en C1, donc non, je pense que oui, c'est une équipe sur laquelle et qui va pouvoir porter les couleurs de la France au niveau international, en tout cas européen, quoi. Donc malheureusement, oui, pour l'instant, on peut compter que sur eux, pour l'instant.
Tom, vas-y, tu voulais réagir. Moi justement, c'est par rapport au propos de Didier quand il dit qu'on s'enflamme pour un quart de finale. Moi, ça m'alarme. C'est quand on voit en Angleterre un quart ou une demi, pour eux c'est normal. En Espagne aussi, en Allemagne aussi. Nous, un quart, on va même un huitième déjà. Oui, mais c'est parce qu'on n'a rien. C'est le royaume des aveugles. Le problème, il est pas là justement qu'on s'enflamme pour un rien, parce que finalement, un huitième, on a tellement rien qu'on se contente de peu. Est-ce que c'est un manque d'ambition finalement au niveau de la Ligue 1? On fait avec ce qu'on a, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui meurt de faim tous les jours, si tu lui proposes du jambon, il s'enflamme, tu vois. Un milliardaire, tu lui proposes du jambon, il s'en fout, il veut du caviar. C'est par rapport à ce qu'on a. Donc c'est un petit peu humain. Moi personnellement, il y a tellement de matchs bidons dans l'année qui concernent un peu la France ou des choses comme ça. On a eu France-Espagne qui avait un vrai intérêt. Et ces deux matchs PSG-Barcelone, eh ben c'est vrai que ça faisait du bien, quoi. Voilà, sans être chauvin ou ultra patriote ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas imaginer il y a 1 an ou 2 ans encore. Alors, on s'enflamme, ouais, c'est bien d'être passionné. Après, faut être lucide, oui, il y a encore beaucoup de chemin. C'est sûr que c'est rien, un quart de finale par rapport à tous les grands clubs, j'en suis bien conscient. Mais bon, c'est bien que les gens l'histoire du PSG, sans perdre la raison, s'enflamment un petit peu aussi, quoi. Ouais, s'enflamme aussi, mais bon, il y a eu plein d'autres histoires aussi au niveau de la Ligue 1, vous la connaissez très bien, Didier. Jean-Michel, tu voulais réagir sur ces propos et sur tout le reste. Toi, tu es plutôt d'accord avec Didier, tu le rejoins un petit peu sur le niveau de la Ligue 1 et sur cette enflammade au niveau du PSG, parce qu'on n'a rien d'autre. Oui, et puis d'abord, c'est un peu le foot qui veut ça, quoi. Le football, c'est un vecteur d'émotion, donc forcément, on a tendance à s'enflammer, quand ça va bien ou presque, on a envie de parler de l'équipe qu'on apprécie ou de l'équipe qui représente notre pays un peu plus forte qu'elle n'est, et puis quand elle n'est pas bien, on fait l'inverse. Maintenant, après, sur la notion, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait éventuellement de grands joueurs à Paris. Oui, mais moi la question que j'avais envie de poser, c'est à Didier ou même à tous les chroniqueurs, c'est à salaire exact, à salaire égal, à conditions égales, qu'est-ce qui vous donne envie de plus venir jouer au PSG qu'aller jouer au Real Madrid, d'aller jouer au Milan AC, d'aller jouer à la Juventus? Moi personnellement, alors que j'ai été formé à Paris, rien. Non, à salaire égal, oui, mais ils viendront pas à Paris. Il n'y a pas 50 places au Real. Aujourd'hui, j'entends Cristiano, j'entends Wayne Rooney. J'ai même entendu que Wayne Rooney serait même éventuellement intéressé par le PSG. Il disait exactement la même chose il y a 18 mois lorsqu'il voulait renégocier son contrat avec United. Il parlait même de City. Cristiano, j'imagine aussi que si le Real, parce que forcément c'est un joueur décisif tous les week-ends, décide de s'aligner sur ce qu'il veut, on le verra pas à la Tour Eiffel, quoi. Enfin, j'ai du mal à le croire, moi. Donc, est-ce que le PSG est devenu un grand d'Europe? Pour moi, non, pas encore. Je lui souhaite parce que forcément, j'ai envie que ce club réussisse, mais c'est pas encore aujourd'hui le cas, quoi. Non, mais s'il devient un grand d'Europe, comme l'a dit, je pense, Didier aussi, c'est au niveau aussi de la Ligue 1, comme tu le dis. Il faut que les joueurs soient attirés au niveau du championnat et de tout le reste. Il faut que tout aille aussi, même si le PSG a une très belle histoire, mais ils n'ont pas une très grande histoire. Faut regarder Barça, faut regarder. Maintenant, il y a un autre aspect des choses. Il y a aussi l'ego de ces champions. Bon, déjà, on parle de Paris. C'est quand même pas Châteauroux. Enfin, j'ai rien contre Châteauroux, comme j'aurais pu dire Épinal, si, moi j'ai quelque chose contre Châteauroux. Bon, c'est Paris. Et Paris, c'est quand même paria. Même si Madrid est une très jolie ville, Barcelone, enfin, c'est mieux que Manchester quand même. Bon, enfin, c'est Paris. La deuxième chose, ces gens-là, ils ont aussi une femme, des enfants, des trucs ou quoi. Une femme, à Paris, enfin, je veux dire, il y a des femmes, des fois, qui ont un peu leur mot à dire, ce qui est quand même normal, quoi. Bon. La troisième chose, c'est que ils vont être considérés comme, le super champion qui viendrait. Donc là, je parle par rapport à Cristiano Ronaldo. Il a toujours souffert quand même quelque part. Bon, il a fait le tour de la question. Le championnat anglais, il connaît. Il a été dans le plus grand champion, dans le plus grand club anglais. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il a été dans le plus grand club espagnol avec Barcelone. De toute manière, il n'ira jamais au Barça. S'il veut changer d'air, je ne le vois pas partir en Allemagne, spécialement. S'il veut changer d'air, il y a aussi le côté
d'être reçu comme le gars qui va faire basculer le club dans une autre galaxie avec tout ce que ça comporte, sans compter que si Barcelone, le Real mettra pas 25 millions d'euros, je sais pas, de salaire pour Ronaldo. À un moment, il y a une limite. Les autres, ils n'ont pas forcément de limite. Donc, il y a aussi des choses, ils ont des arguments, quoi, le PSG. Vous voyez ce que je dis? Je ne sais pas si je le fais bien comprendre, mais il y a aussi des arguments qui peuvent être aussi humains, sentimentaux, égaux. Il y a plein de trucs qui jouent. Voilà. Ok, très bien. Merci, messieurs. On va passer au deuxième débat, mais il y a encore Roustan TV qui veut intervenir. On écoute ça. Jean-Michel Aulas tweet: c'est extraordinaire, nos filles viennent d'être championnes de France pour la 7e année consécutivement, machin ou quoi. Et bon, ça faisait un peu peine, quoi, parce que je veux dire, c'était un peu, j'ai rien contre les filles de l'Olympique Lyonnais, ce qu'elles font, c'est formidable, etc. et tout, mais bon, le championnat de France de football féminin, à l'heure actuelle, je veux dire, il aurait tweeté ça 24 heures après, c'était peut-être plus opportun, tandis que là, ce soir-là, ma foi, bon, elles sont champion 15 fois d'affilée, qu'est-ce qu'elles ont comme prime de match, hein? Mathieu, qu'est-ce qu'ils ont? Une batterie de casseroles Tefal, machin, hein, un petit peu d'humour, un petit peu d'humour. De l'humour, Didier. Ah, j'aime. Voilà. Non, mais c'est parce que j'avais vu le tweet de Jean-Michel Aulas, bon, le soir de Barcelone-PSG. Oui, bien sûr, j'allais le redire. C'est vrai que ça a occupé tous les esprits et tout. Et là, il nous dit que ces filles sont championnes pour la 7e fois du truc, donc on s'en fout un peu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le... Ah non, on s'en fout pas. En plus, il a répondu ça juste sur un tweet d'une fille du PSG. Il l'a. Ah, d'accord, oui, c'était pour taquiner, oui, bon. Moi, je l'ai vu, j'ai pas très bien compris. Enfin bon, il y a eu un peu ça, puis il y a eu un peu de la rébellion. Enfin bon, c'est pas grave. Julien, il y avait quelques questions Twitter au niveau du premier débat. Vas-y, on t'écoute. Oui, tout à fait. Donc, on avait Grégory qui nous donne un petit peu son opinion sur tout ce qui a été dit sur ce premier débat. Globalement, il nous résume son opinion en nous disant que lui, finalement, il est ni fier ni déçu du PSG, que il nous dit que c'est pas si mal pour une deuxième année après le rachat du club, et puis que globalement, il pense quand même qu'ils auront un petit peu de mal à court terme à rivaliser avec les autres grosses nations d'Europe qui eux ont des grosses cylindrées qui s'améliorent d'année en année. Et que il nous donne aussi son avis sur une éventuelle concurrence, etc. Il nous dit que bon, là, faut pas non plus, l'argent c'est une chose, mais que il faut aussi également penser au réseau qu'on doit avoir pour attirer les joueurs également, et que là-dessus, par exemple, Monaco sont peut-être encore un peu faibles. Voilà. Ok, très bien. Ouais, ils nous rejoignent globalement dans l'idée. Allez, on passe au deuxième débat. Deuxième débat, la Bundesliga est en haut de l'affiche grâce à ces deux clubs en Ligue des Champions. Est-ce que cela est étonnant pour vous, Didier? Est-ce que l'avancée de l'Allemagne est étonnante? C'est pas le championnat que j'ai le plus suivi dans mon métier, mais je suis allé de temps en temps à Francfort, à Munich, à Dortmund aussi et tout. Ça fait déjà un petit bout de temps, mais chaque fois, les gens réalisent pas que le football là-bas, on connaissait surtout l'équipe nationale. Enfin, je fais partie d'une génération qui a connu des très grandes équipes d'Allemagne, qui ont été championnes du monde, championnes d'Europe, etc. et tout. Et les clubs, bon, le Bayern a été quand même champion 4 fois d'Europe, etc. Mais on pouvait se dire qu'ils étaient largués par la puissance du championnat anglais et espagnol, et que l'Italie, bon, restait toujours un petit peu l'Italie, même s'ils sont un petit peu en dessous. Les gars, ils ont quand même bien géré leur truc, quoi, parce qu'ils ont des stades magnifiques, ils ont une moyenne de spectateurs de 45 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont des gros moyens parce que la télé leur donne beaucoup aussi. Ce que je veux dire, c'est que le football là-bas est archi populaire. Et après, ils ont aussi, c'est peut-être rassurant, c'est des clubs qui s'appuient, quand on voit le Bayern, la composition de l'équipe du Bayern, c'est un club à forte identité, mais il y a beaucoup de joueurs allemands quand même. Et puis après, ils prennent quelques stars étrangères, genre Ribéry, Robben, etc. et tout. Et il y a une forme de continuité. Et le football, normalement, c'est un petit peu ça aussi. Un gars comme Uli Hoeneß, qui a été joueur avec le Bayern, il est dirigeant depuis 35 ans, quoi, ou peut-être un petit peu moins, mais
quelque chose dans le genre. Donc, je suis pas forcément étonné de Dortmund. Ils ont été champions d'Europe il y a pas si longtemps, enfin bon, il y a quelques années, contre la Juventus de Turin, etc. et tout. C'est un football qui est, ouais, il y a des vrais matchs, quoi. Il y a des grosses équipes, Schalke 04, Hambourg, tous ces trucs-là. Même s'ils ont des hauts et des bas, c'est des grands clubs, quoi. Donc non, je suis moyennement étonné. Bon, t'es moyennement. Vous, mes chroniqueurs, Lorelai, qu'on a très peu entendu sur le premier, on va t'écouter. T'es étonné c'est pas grave. Hein. T'es étonné de. Ouais, relève pas. Non, faut pas relever. Vas-y. T'es étonné ou t'es pas étonné? Non, mais justement, le problème c'est que tu fais passer Didier avant moi, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'invité. Le problème c'est que la plupart du temps, on est assez raccord sur la façon dont on pense pour le foot. Donc, j'ai pas envie de répéter ce qu'il a déjà dit, mais je suis moyennement étonnée pour les mêmes raisons qu'il a énumérées il y a quelques instants plus tôt. Non, pour moi c'est pas étonnant, même si c'est un championnat qui ne personnellement qui ne m'intéresse pas plus que ça. C'est un avis personnel. J'aime pas trop le regarder. C'est quand même un championnat qui est lourd, qui est très très costaud et je veux dire c'est pas la première fois qu'ils démontrent qu'ils ont un tel niveau. Donc maintenant qu'il y a deux équipes allemandes qui se retrouvent en C1 à ce niveau-là, pour moi ça n'étonne vraiment pas, quoi. On a quand même affaire à un championnat. Il joue à l'année une saison qui est quand même c'est vraiment du costaud. C'est une toute autre chose que, par exemple, on parlait de la Ligue 1 sur le débat précédent. C'est une autre sphère, je trouve. Donc non, ils méritent totalement d'être là et ça m'étonne absolument pas. Didier, ça te rappelle pas une chose, ce championnat allemand? Parce que tu regardes par exemple le Bayern, il y a quasiment, pas quasiment, mais une grosse partie des joueurs qui jouent au Bayern jouent en équipe d'Allemagne. Donc ça rappelle un peu la France 98, un peu tout ça. Ben, ça rappelle autrefois les équipes nationales. Elles avaient beaucoup de joueurs d'un même club. Par exemple l'Allemagne, quand ils sont champions du monde en 74, ils ont 6 clubs six joueurs du Bayern Munich. Et c'est vrai que en France 98, il y a des joueurs d'un peu partout quand même. Je veux dire, je vois pas. À l'époque de 82 ou des choses comme ça, il y avait Saint-Étienne qui donnait beaucoup de joueurs en équipe de France. Donc ça, c'est plus une force pour l'équipe nationale qu'autre chose. Mais je trouve que, et ce qui est bien aussi à Barcelone, à la Juve aussi par exemple, à Barcelone, il y a 70% des joueurs qui sont quand même espagnols. À la Juve, il y a 40-50% de joueurs qui sont italiens. Ça montre aussi que ils peuvent garder leurs joueurs. Et à mon avis, c'est une force quand même aussi pour le club. Très bien. Moi, j'ai une autre question sur ce truc-là parce que on voit bien que la Bundesliga sont 18 clubs en championnat. Est-ce que ça les aide pas aussi pour la Ligue des Champions, pour les coupes, c'est moins gros au niveau Ils ont un mois de de vacances l'ampleur. aussi, en hiver, hein. Et une seule coupe, je crois. Ouais, c'est-à-dire que bon, leur trêve est un peu moins longue, mais elle est quand même considérablement parce que bon là-bas il fait froid. Bon, même si maintenant les terrains. C'est un mois en hiver. Hein. Maintenant ils ont un mois. Donc ça veut dire qu'en Angleterre où ils ont pas du tout d'arrêt, forcément quand ils arrivent en février-mars, les mecs sont un peu carbonisés. C'est sûr que ça représente aussi une force de pouvoir bien récupérer en janvier, c'est vrai. Ça permet de les aider. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Michel, de cette éclosion de la Bundesliga, peut-être un peu moins vue, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec Dortmund et le Bayern, ça peut que les aider? Je trouve déjà qu'à la base, ce championnat, souffre, hélas, d'un déficit d'image, parce que c'est tous le championnat qu'on n'a pas forcément toujours envie de regarder, même sur l'équipe du dimanche. Chaque week-end, c'est le championnat qui passe en dernier, donc parfois on dort à moitié, donc c'est pas toujours évident. Mais quand on s'attarde un petit peu dessus, c'est certes un championnat qui est assez physique parce que les Allemands aiment le duel, mais c'est en même temps un championnat qui est spectaculaire, quoi. Donc quand on voit jouer Dortmund, quand c'est super agréable de voir les Reus, les Götze, les Lewandowski, alors le Bayern, j'en parle même pas parce que c'est le club phare en Allemagne, le club que tout le monde connaît. Et puis il y a une particularité qu'ont ces deux clubs, un peu à l'image du football allemand, c'est qu'ils ont une certaine sérénité aussi bien sur
sur leurs finances, que sur leurs infrastructures, que sur les Dortmund, hommes. ils ont été dans la tourmente il y a quelques années. Hein. C'est pas passé Ouais, loin. mais ils le sont plus aujourd'hui. Donc à un moment donné, il y a des clubs qui sont en Espagne comme Valence qui le sont depuis quelques années. Ils sont pas forts financièrement. Dortmund, ils sont pas forts financièrement. Ils payent leurs joueurs très peu. Hein. Même un Lewandowski, il touche vraiment pas grand chose. Hein. Oui, mais justement, c'est une force parce que pour moi, c'est pas un problème que le club te paye très peu. C'est un problème lorsqu'il te paye de l'argent qu'il n'a pas. À force. Ah, mais ça, à un moment donné, j'ai envie de dire, ils ont réussi à arrière, ils ont perdu la saison dernière un joueur comme Nouri Sahin qui est revenu. Après, c'est aussi au club de s'arranger pour pouvoir se retourner, un peu comme le fait Lorient, même si les proportions ne sont pas les mêmes. Mais bon, après, tu sais où tu vas. Quand tu vas en Angleterre, tu sais très bien que la grille des salaires, elle est beaucoup plus petite à Arsenal qu'à United ou à City. Donc, tu sais où tu t'engages et c'est aussi le risque que va prendre le manager. Arsène Wenger, il sait très bien pourquoi il perd ses meilleurs joueurs chaque année. United ou City, c'est très bien aussi pourquoi il les garde. Donc c'est cet enchaînement qui fait aussi que t'apportes aussi une certaine sérénité à ton club, aussi à travers les hommes que tu as, parce qu'on parlait tout à l'heure de Lyonnais, mais aussi sur les joueurs que tu as sur le terrain, les Philippe Lahm, les Schweinsteiger. Bon, il y a par exemple Matthias Sammer qui a fait une grosse partie de sa carrière à Dortmund, qui aujourd'hui travaille pour le Bayern Munich, qui est quand même une image assez forte du football allemand. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pour les clubs allemands, c'est tout sauf étonnant, quoi. Ils ont super bien, pour moi, négocié le virage de la Coupe du Monde en 2006, parce qu'ils ont fait des stades extraordinaires, ils ont des vrais lieux de vie, quoi, quand on va aujourd'hui Ils ont des vrais fans à l'intérieur, parce que les places coûtent pas excessivement cher, même pour les grosses affiches. Oui, c'est vraiment, il y a des grosses ambiances dans les stades, c'est assez impressionnant, quoi. Mais oui, donc ouais, ok, très bien. On a compris le système. Vas-y Thomas, tu voulais réagir par rapport à ça? Alors oui, parce que moi j'ai eu la chance il y a quelques années d'assister à un match en Allemagne qui était Stuttgart contre Cologne. Donc la ferveur, clairement, elle est monumentale en Allemagne. Les gens là-bas vivent pour le football. On ne penserait pas, hein, clairement, que l'Allemagne vit pour le football. On en a parlé avec Habib Belaïd il y a quelques mois. Rappelle-toi dans la saison 1 de Quand on aime, qui était venu. Et on en avait parlé ensemble. Il y a une vraie ferveur là-bas. Et on sent qu'il y a des vrais projets de vie en Allemagne. On va pas miser sur 50 000 joueurs à la fois. On va créer des équipes sur le long terme. Et justement, est-ce que ces projets de vie sur le long terme ne sont pas finalement la meilleure solution pour créer des bonnes équipes à terme? Oui, forcément, parce que et puis ils sont capables de garder leurs joueurs. On voit quand même que le Real Madrid à un moment était prêt à mettre beaucoup pour Ribéry et en plus ils ont des dirigeants, ils sont fermes. Ribéry est resté au Bayern et il a l'air très 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 heureux au Bayern. Et c'est vrai que ils sont pas dans l'instantané, quoi. Il y a vraiment on sent un projet derrière. Même à Dortmund, il y a des joueurs qui restent quand même par rapport à cette aventure, alors qu'ils pourraient gagner beaucoup plus ailleurs, parce qu'effectivement, ils sont pas spécialement bien payés par rapport aux grands clubs européens. Alors, ils partiront peu à peu, mais d'une manière générale, ils restent quand même assez longtemps. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un aspect, alors sans doute humain ou un projet, et que il y a des choses qui sont faites très intelligemment là-bas. Donc on voit quand même que c'est un championnat qui est au niveau argent beaucoup moins fort que certains, mais ça permet aussi d'avoir pourquoi pas un beau championnat. Est-ce que vous trouvez pas aussi, parce que faut regarder aussi le classement, faut remettre dans le contexte, la Bundesliga est énormément dominée par Bayern, la preuve, le Bayern est déjà champion. Que cette est-ce année, qu'il y a un décalage un peu avec, cas. est-ce que c'est un peu pareil que la Ligue 1? Est-ce que c'est pas pareil? Parce qu'on dit que le championnat est moins fort. Certes, on a Bayern qui est beaucoup plus fort, c'est différent. Ah non, ils sont quand même, c'est plus fort que la Ligue 1. Et puis il y a un état d'esprit aussi qui fait que les joueurs peuvent s'exprimer. Je veux dire, en Ligue 1, c'est quand même les mecs, ils veulent surtout pas perdre. Ils sont tous derrière, costaud, physique. En Allemagne, c'est costaud physique, mais on va vers l'avant, quoi. Donc c'est quand même, enfin à mon avis, c'est bien supérieur. C'est la chose quand même la plus facile de rester à 6-7 derrière et jamais trop sortir ou sur les coups de pied arrêtés ou des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on progresse, à mon avis. Il suffit de voir les groupes de Champions League. Les 3 clubs allemands de Champions League, ils ont fini premier de leur groupe. Bah oui. Il n'y a pas que le Bayern qui est fort, il y a Schalke qui a battu Arsenal aller-retour, il y a Dortmund qui a pas perdu contre le Real, pas perdu contre City. À partir d'un moment, il n'y a pas que le Bayern, même en Europa League. Tous les clubs sont sortis des poules, je crois.
c'est vraiment un championnat important. Ils ont pas que une ou deux équipes. Non, puis justement, pour rebondir sur ce que tu dis, John, clairement, la Bundesliga, c'est en moyenne entre 25 et 30 buts par week-end. En France, pour qu'on ait 25 buts, on a 20 clubs. Ils en ont que 18. Là-bas, on joue les 4-3 tous les week-ends. On joue pas les 1-0, voire les 0-0 tout pourris. Donc, clairement, il y a une volonté d'aller vers l'avant, de faire du football spectacle qu'on n'a pas actuellement en France et qui leur permet à eux d'être à la fois bons défensivement, mais très très bons et très efficaces sur une ou deux occasions offensivement. Donc on voit que peut-être que prochainement, on va bientôt avoir sur nos écrans beaucoup plus de Bundesliga. Enfin, moi je l'espère parce que moi j'ai vu Dortmund et j'ai vu le Bayern jouer et c'était vraiment intéressant. Vas-y John, t'avais une dernière question à Didier et après on va enchaîner. Je me demandais ce que Didier t'en pense de la formation des jeunes en Allemagne. Moi je suis très impressionné parce qu'il les laisse en fait, enfin c'est pas la première fois que j'en parle, mais il les laisse vraiment évoluer sans trop de pression comparé en France jusqu'à 23-24 ans et on les laisse assez libres, on leur met pas trop la pression et au final on voit que tous leurs jeunes cartonnent en ce moment quoi. Ouais. C'est vrai que à un moment ils ont remis leur système de formation un petit peu en cause. Ils se sont inspirés de certaines choses, notamment en France et en Espagne. Et alors que bon, il y a toujours eu quand même des joueurs très techniques, je veux dire, en Allemagne, mais peut-être que le physique prenait un petit peu le. Mais je pense de toute manière aussi que ces jeunes, si on joue un football plus créatif, tu progresses aussi. Si le seul truc c'est de marquer ton mec et puis faire une passe à 3 mètres ou dégager le droit devant ou des choses comme ça. À un moment, il y a une limite aussi quelque part dans la progression. Très bien. Merci pour ce premier débat. Chris, si tu me permets, je reviens par rapport à ce que Didier vient de dire, parce que c'est important. Ouais, mais vraiment vite fait, Tom, parce qu'on est très court dans le temps. Super vite fait. Est-ce que Didier, tu penses éventuellement que, quitte à est-ce que les jeunes partent de France, leur intérêt pour évoluer et grandir serait d'aller en Allemagne? C'est pas mal, hein. C'est comme beaucoup de grands joueurs brésiliens ou futurs grands joueurs qui sont passés à un moment par les Pays-Bas quand le championnat des Pays-Bas avait un haut niveau, comme Romario, Ronaldo, il y avait une filière. Beaucoup évidemment via le Portugal, ils se sont fait un petit peu la main. C'est vrai que beaucoup de joueurs français devraient réfléchir à l'Allemagne. Mais est-ce qu'ils sont vraiment contactés beaucoup par ces clubs? Je suis pas sûr parce qu'ils ont ce qu'il faut. Pardon? Sébastien Corchia a déjà qu'à Sochaux. Par le Bayern depuis 4-5 ans. Oui. Mais est-ce que en général le joueur français il est très prisé en Allemagne? J'en suis pas si sûr. Ça c'est la grande question. Mais c'est une bonne éventualité pour un joueur, je pense, ouais. La preuve, on voit Ribéry qui est très bon. Après, pour les jeunes, voilà, comme le dit, peut-être pourquoi pas pour les jeunes, on voit une vraie structure. Alors, quelques réactions Twitter. Julien, vas-y, on t'écoute. Oui, simplement, on avait pas mal de Twitter qui étaient assez d'accord avec une petite chose que disait Didier Roustan. Effectivement, je demandais à quoi était due finalement la réussite des clubs allemands, et on a beaucoup de tweetos qui nous répondent qui trouvent que les équipes sont stables effectivement en termes d'effectifs, et on a peut-être plus que dans d'autres championnats des joueurs qui acceptent qui surtout sont fidèles à leur club et restent quelques saisons en Allemagne. Et puis deuxième chose, équilibre budgétaire qui revenait pas mal aussi. Voilà. Ok, très bien, merci à nos chers tweetos, ils peuvent continuer à réagir bien sûr. Et juste avant d'enchaîner sur l'interview décalée, une petite dédicace pour toi, Lorelai, écoute ça. Pas, c'est Roustan TV, mais écoute ça. Il y a des ateliers et des trucs, et chaque fois avec son mégaphone. Signori, per favore, signori, ricominciamo da zero. Alors, tous les mecs, putain, on recommence à zéro, le même type d'entraînement, le même truc. Merci beaucoup, merci. C'est pas fini, vous coupez tout, c'est pas fini, écoutez la fin. On recommence à zéro, le même type d'entraînement, le même truc et tout, et chaque fois, boum, 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 et les mecs qui râlent et tout. Andate, va franculo la mosche, et on entend dans les rangs un petit peu, allez, va enculer les mouches, toi, ça qui parle, Ancelotti qui parle, non, c'est Tassotti qui parle, je vais pas enculer les mouches, signore, mister, pas fort, et oui, c'est comme ça, et on recommence,
Ben écoutez, voilà, j'ai écouté du Didier Roustan toute la journée. De toute façon, j'ai toujours écouté. Sur Twitter, je le dis souvent à Didier en Chris, privé. avoue une chose, quand même, je t'ai converti. Non, converti de quoi? Ah, de Didier Roustan? Oui, Ah oui. c'est vrai que tu me l'as fait découvrir un peu plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai adoré Didier Roustan dès que je l'ai entendu la première fois, c'est sûr. Mais j'ai écouté énormément de ses blogs et je le suis tout le temps. Mais c'est pour ça. J'ai cherché 2-3 trucs. Ça t'a plu Lorelai ou pas? Parce que Lorelai, je te le dis, Didier, est italienne. Donc voilà, c'est pour ça. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Ben, moi, j'ai préféré celui d'avant, en fait, sur les filles. Ah ouais, on le refera tout à l'heure, mais est-ce que t'as aimé l'accent italien, Lorelai? Écoute, c'est presque parfait. Je peux l'emmener avec moi en vacances, il n'y a pas de souci, ils seront d'accord. Gentil, Lorelai. on voit que Lorelai veut emmener Didier dans ses bagages. Bon, allez, c'est parti pour l'interview décalée. Des questions pour toi, décalées pour toi, Didier. Première question pour toi, Didier. Les pâtes, tu les aimes comment? Parce que dans tes blogs, t'en parles beaucoup. Tes pâtes, tu les aimes comment? J'en parle beaucoup depuis que Lacombe a parlé des femmes à la cuisine et casseroles et tout. Donc, je joue un peu là-dessus. Moi, al dente, sinon, ça va pas. Mais sinon, enfin bon, c'est pas grave. Si c'est un peu trop machin, je vais pas gueuler non plus. Mais enfin, je les aime al dente. Tu vois, il est prêt pour l'Italie. Il est totalement prêt pour l'Italie. Voilà. C'est pour ça. Combien tu as de maillots? Parce qu'on en voit énormément dans tes blogs, dans tout le reste. Combien t'as de maillots? Tu dois avoir une collection. Alors, on me pose souvent la question, mais chez moi, c'est un bordel sans nom, donc puis je les ai jamais comptés. Je sais pas, je dirais 200 ou 250 ou quelque chose comme ça. À vue de nez, comme ça, quoi, à 30 près, peut-être, entre 200 et 300, peut-être. Ouais, c'est énorme. Dans tes blogs et tout le reste, moi je sais pas personnellement quelle équipe tu supportes. Est-ce que tu en as une que tu supportes vraiment, à part Diego que tu aimes, on le sait, mais est-ce que tu supportes une équipe spéciale? Non. Quand j'étais moi j'ai grandi je suis né à Brazzaville, mais je suis venu jeune à Cannes. Et j'ai grandi à Cannes. À l'époque, Cannes était en 2e division. Bon, donc, comme je jouais dans l'équipe de jeunes de Cannes, tout ça et tout, je supportais Cannes. Mais je supportais beaucoup Nice, puisque c'était juste à côté, et puis ils avaient des grosses équipes. Et Marseille, parce que mon père est marseillais, et de temps en temps, il m'emmenait au Vélodrome. Mais dès que je suis rentré dans ce métier, j'ai mis un point d'honneur à vraiment être pour personne. Et même intérieurement, je sais pas si Marseille, donc ou Nice, qui était le club de mon cœur quand j'étais gosse, s'il y a un Nice-Sochaux et que Sochaux gagne, ça me pose pas de problème, quoi. Je veux dire, voilà. Non, je pourrais pas vraiment. Je suis pour une équipe. Oui, il y a une équipe. Enfin, je veux dire, je m'intéresse toujours aux résultats, souvent, ou machin, où il y a une sensibilité particulière. C'est la SCAN. Mais j'emmerde personne puisqu'ils sont nationaux, on n'en parle jamais, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais je les ai commentés. À l'époque, j'étais à France 2. Ils faisaient des barrages contre je sais plus trop qui pour monter en première division, et j'étais archi neutre. D'accord, ok, bon bah. Tu notes qu'il continue de marquer des points. Après les pâtes al dente et l'accent italien, il continue à marquer des points avec le Nice et l'OM. Ouais, donc ça continue, tu vois. Bientôt le live dans la poche. Attention. On va lui envoyer ton clip pour calmer tout ça. Comment Jean-Michel? Vas-y, redis, parce qu'on t'a pas très bien. Je pense qu'on va lui envoyer son clip pour calmer tout ça. T'enverras son clip sur Twitter, Didier, comme ça tu l'enverras. Okay. Tu pourras t'en faire une idée. Ok. Troisième question, j'ai envie de dire, quand tu prépares tes blogs, tout est écrit ou pas? Non, c'est-à-dire que je réfléchis un petit peu 2-3 jours avant à un thème plus ou moins qui peut changer en fonction de l'actualité ou ce qui se passe. Et après, c'est vrai que je note un peu sur des petits bouts de papier que je perds souvent, mais après je retrouve ou quoi, quelques petites choses. Et j'ai des choses en tête, et après j'ai comment dire juste des petits mots clés pour me rappeler certaines choses. Et après, parce que c'est pas évident de parler comme ça 25 minutes non-stop devant une caméra, et je veux pas oublier des choses. Mais donc je suis pas dans une improvisation totale. Mais j'ai pas appris mon truc aussi, parce que je vais pas me faire chier quand même à apprendre en 25 minutes. C'est pour ça que souvent il y a des patati patata, obladi oblada, ouais, et tout le tralala, voilà quoi. Qui vous aide à avancer dans votre blog.
Absolument. Mais voilà, c'est à peu près coordonné, j'espère, mais je peux passer du coq à l'âne, et à un moment, il y a un mot qui me passe par la tête, et ça va sur une chanson, et puis voilà, voilà. Pourquoi l'enfant du soleil dans l'équipe 21, ils mettent la chanson de l'enfant? Mais j'en sais rien, moi. En fait, je connais pas ce dessin animé parce que je suis trop vieux pour l'avoir connu. Et en fait, il paraît que dans l'enfant du soleil, l'enfant du soleil, parce que je suis du sud, quoi. Donc, ouais, je suis plus du soleil que de la neige. Mais le mec, il doit être un peu mat de peau, le héros, je sais pas trop quoi, non? Il y a un truc comme ça, je le vois que ça. Alors là, je ne sais pas, je connais pas du tout ce dessin animé. Ça s'appelle Les Cités d'Or, ou je sais pas trop quoi. C'est les mystérieuses Cités d'Or, et Esteban est espagnol. Voilà, c'est ça. Mais il est un peu mat de peau, je pense. Il est un peu mat de peau, il part en Amérique du Sud pour retrouver son père, et il finit par, effectivement, découvrir les Cités d'Or avec ses amis. Voilà. Alors bon, déjà, moi j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, il est un peu mat de peau, je suis du Sud, enfin je suis du soleil, ouais, finalement ça coïncide, je vois ça comme ça, quoi. D'accord, ok. Est-ce que vous étiez chanteur? Parce que vous arrêtez pas de chanter. Vous étiez chanteur avant de cette époque ou pas? Non, mais j'aime beaucoup la musique. Et voilà. Enfin, après, la musique que je chante, c'est surtout des fois des refrains français ou des conneries comme ça, alors que je suis plutôt dans des musiques anglophones, quoi. Enfin, ce que j'aime. Mais non, mais ouais, mais j'aime bien chanter. Dans la vie comme ça, ouais, je chantonne, je fredonne, je patati patata. Donc voilà, quoi. Ça me vient comme ça, parce que voilà, c'est un contact avec le public. Je veux dire, le blog, c'est sans prétention, quoi. Ça se veut divertissant. Bon, j'espère que de temps en temps, ça pousse à la réflexion. Les gens sont d'accord, sont pas d'accord. Mais c'est un truc relax, quoi. J'ai le sentiment, même si finalement je m'adresse à une caméra, je pense que maintenant il y a un noyau dur quand même, et je suis relax comme je suis relax dans la vie, quoi. Donc voilà, si j'ai envie de chanter, si j'ai envie de dire une connerie, un gros mot, un machin, voilà, quoi. Ouais, vous le dites sans langue de bois. Mais j'aime bien, ouais, j'ai toujours fredonné, j'ai toujours chanté comme ça, ouais. Je suis l'Italien qui est heureux quand il aura des chansons et qui va. Voilà, il y a certains tweets qui vous disent faut arrêter de chanter. Moi, j'adore quand vous chantez. Alors, continuez à chanter dans vos blogs, franchement. Ouais, ouais, on peut pas plaire à tout le monde, mais ouais, il y a des gens qui disent ça des fois, ouais. Mais enfin, bon, je fais ce que je veux, merde. Est-ce que ce soir, on peut le dire, vous êtes là un amoureux de Maradona, clairement? Non, mais c'est particulier, Maradona. C'est vrai que bon, déjà. On s'est connus, on a été très proches sur quelques années pendant le syndicat mondial, donc j'allais à Buenos Aires 1 à 2 fois par mois, donc voilà, quoi. Donc bon, le joueur m'a toujours ébloui, l'homme m'a touché, même si des fois il m'a énervé au plus haut point, parce que moi, en plus, quand je bossais au syndicat mondial, il était encore sous l'emprise de la drogue, donc c'était pas facile, quoi. J'ai des anecdotes, j'en ai 10 000. Et on s'est pris la tête plus d'une fois, parce que tout Maradona qu'il est, je veux dire, s'il y a un truc qui allait pas, ben je lui disais. Mais comme joueur, ouais, c'est le football, Maradona, c'est merveilleux. Alors après, bon, j'en joue peut-être, je force le trait. Et puis j'adore l'Argentine aussi, et le football argentin, les ambiances dans les stades, donc tout ça, ouais, ça. Mais j'étais un grand fan de Pelé aussi, mais que j'ai moins vu jouer évidemment, mais quand même, la Coupe du Monde 70, ça m'a profondément marqué. J'étais un fou furieux de Cruyff et de Beckenbauer, mais Maradona c'est particulier, quoi. C'est tout un ensemble. Il y a un côté, je sais pas, ouais, cet enfant de la rue, cette histoire, les bidonvilles, Villa Fiorito, tout ça et tout. Enfin, il y a toute cette ferveur qui vous a marqué. Il y a Émilie qui est une chroniqueuse de l'émission. Trouve que vous ressemblez, que vous surnomme le méchant. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à Gérard Darmon dans Mission Cléopâtre. Quand il a les traits, tout ça, et voilà, c'est juste une anecdote pour peu. Ah ouais, j'ai pas vu ce truc-là. Ah, mais il a le rôle d'un méchant alors. Voilà, je sais qu'il ressemble un peu. Ah bah ouais. J'essaierai de faire une photo montage prochainement et je vous essaierai de vous l'envoyer par tweet. C'est vrai que sans le trait, c'est vrai que vous y ressemblez, mais bon, vous n'êtes pas méchant, on le sait bien, mais elle vous surnomme le méchant pour ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour Émilie. Non, bien
de problème. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ta première télévision en 1978? Mais en fait, la première ça c'est Lina qui a mis la première télévision parce que Georges Decaune dit c'est la première fois, patati patata. Mais en fait, c'était la première fois que j'étais sur ce plateau. La première télévision, je suis rentré à TF1 en 76 et déjà en 76, j'ai fait quelques petites apparitions. Mais c'est surtout avec Téléfoot que je suis né en 77. Ça a commencé le 15 septembre 77, Téléfoot. Donc, la première apparition, elle date d'avant 78. Ah. Mais elle m'a pas marqué plus que ça parce que bon, c'était des choses, enfin, qui étaient relativement rapides, quoi. Hein, Et puis à l'époque, on voyait moins les gens, quoi. On les entendait sur des sujets d'1 ou 2 minutes ou parfois plus, parce que Téléfoot, un résumé de match, c'était 12 minutes, quoi, ou des trucs comme ça, où on nous voyait à la fin des 12 minutes parce qu'on faisait une interview de joueurs, on était au bord de la pelouse. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est mon premier commentaire en direct. Un match, quoi, je veux dire, à commenter. Ça, c'était le 5 septembre 79. Donc, j'avais 21 ans. C'était Suède-France. Et quelqu'un à 21 ans qui commente un match de l'équipe de France, ça n'existe pas, quoi. Même dans les annales ou dans les trucs, ou dans un pays, un gros pays de football, il n'y a pas, quoi. Non, c'est clair. Donc, et émotionnellement, j'étais un poil tendu, ouais. Et ben justement, donc vous que vous appelez pas votre première, parce que votre première ça a été avant sur Téléfoot, et ben moi je l'ai. Écoutez ça, messieurs, jusqu'au bout vous allez rire, parce que c'est pas du tout la même voix, hein, Didier Roustan. Ah peut-être. Quand on aime le foot, on parle foot. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Si je me trompe, ça va pas aider. Ah bah bravo. Voilà, dire que la victoire de l'équipe de France hier a fait plaisir à Didier Roustan, qui était lui aussi un anonyme perdu parmi ses 50 000 et qui fait ses débuts sur les écrans de télévision. Il est dans notre service depuis longtemps. Il est l'illustration de ce que le talent et le travail peuvent faire. C'est un garçon qui nous est arrivé, à qui l'on a donné sa chance, qu'il a prise et qu'il a bien prise. Vous le voyez pour la première fois. J'espère que vous le verrez souvent et longtemps. Alors Didier, nous allons parler de ce championnat de France de football, mais aussi, pour commencer, évidemment, du Brésil et de la France. Et si vous le voulez, nous allons passer ensemble et voir ensemble les images de la première mi-temps où les Brésiliens ont fait passer des frissons dans la défense française. On a eu beaucoup de chance, je crois, en première mi-temps. Les Brésiliens en première mi-temps se sont créés de nombreuses occasions, des occasions très nettes. C'est Rivellino. C'est Rivellino, oui, le capitaine brésilien. Avec un choc avec Platini, c'est un peu bizarre, ça. Je crois que c'était Guillou. Oui, mais il y avait Platini. Mais il y avait Platini également. Oui. Rivellino qui n'a perdu qu'un ballon dans tout le match, il faut le souligner. Et là, je vous demande d'être attentif, de bien regarder cette combinaison brésilienne. Rivellino tire le coup franc, une feinte de Zico. Reinaldo pour Zico, qui passerait, mais heureusement Lopez est bien revenu. Et sauve sur la ligne. C'était la première alerte. Nous en étions à la 15e minute de la partie. Ça rappelle des bons souvenirs, Didier. Oh, la voix bizarre. Encore. Ah oui, oui, parce que ça c'est 78, donc ça remonte un peu. Ça fait quoi ça, 78, 80, ça fait 22 et 13, ça fait 35 ans. Mais t'avais 20 ans à l'époque, quoi. Ouais, à l'époque j'avais 20 ans, ouais. Et puis bon, il y avait que 3 chaînes, quoi. Hein. TF1, c'était un gros truc, quoi. C'était machin. Donc, ouais, bien sûr, c'est des bons souvenirs parce que les gens au service des sports, j'étais vraiment le bébé. Le gars le plus jeune après moi devait avoir 35 ans ou quelque chose comme ça. Et moi, je suis rentré là, j'avais 18 ans et ils m'ont pris un petit peu en affection. J'ai pu rendre certains services, tout ça et tout, mais je relaxe, quoi, parce que j'ai jamais eu les dents qui rayaient le parquet. Et puis c'était une autre époque. On se retrouvait on pouvait jouer au flipper pendant 4 heures à côté de Cognac G, tout ça et tout. On rigolait beaucoup. C'est vrai, c'est des bons souvenirs. Alors, et dernière question de l'émission, tout le monde y a répondu. Didier, est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Ah, je suis slip, moi. Ah bah voilà, il est slip. Voilà, mais écoutez, messieurs. Ah bah ça en fait un deuxième en 1 an et demi, c'est bien. Oui, voilà. C'était qui le premier? C'était Christian Payan, notre consultant agent de joueurs. Donc voilà. Ah ouais, il est slip aussi, Christian. Oui, voilà. Ouais.
Voilà, merci pour cette... Chris, attends, moi j'ai une petite requête avant qu'on termine l'émission, hein, en bonne fille du Sud. On n'a pas terminé. Oui, mais j'aimerais une petite requête par rapport à l'interview décalée. On peut finir sur ça. Vu que je suis nissarde et qu'à longueur de journée dans ses blogs il le dit, il a pas dit une seule fois de l'émission, ça fait plus d'une heure qu'on parle. J'aimerais que DJ me fasse un plaisir et qu'il me dise patin couffin. Ah, mais je le dis de temps en temps dans les blogs. Tu le dis très souvent, mais tu l'as pas dit une seule fois. Tu m'as dit un million de fois, etc. Voilà, nana, et patin couffin. Voilà. Merci. C'est une expression de là-bas, ouais. Ouais, c'est vrai. Il le dit souvent, c'est vrai. Moi, Chris, j'avais une question que tu m'avais dit que je pouvais poser, mais tu m'as zappé, donc du coup, je dis rien. En fait, je suis mignon, t'as vu. Laquelle savoir l'avis de Didier sur le foot féminin, parce que tu sais... je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit vas-y, on parce que toutes les personnes qui sont professionnelles, journalistes, effectivement, ne disent quasiment rien ou le critiquent, donc j'aimerais avoir l'avis de Didier sur l'hégémonie lyonnaise et sur le foot féminin français. Bah, le foot féminin, je regarde pas trop. J'ai vu des matchs des Jeux Olympiques et j'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi. Enfin, elles jouaient bien. Il y a juste un problème, à mon sens, pour l'instant, pour ce que j'ai vu, hein, parce que je suis pas un grand spécialiste, au niveau des gardiens de but, ou des gardiennes de but, je sais pas comment on dit, parce que là, ça fait un peu, il y a un décalage. Pour le reste, c'est technique, ça joue bien. Il y a un truc qui est agréable, c'est qu'elles font pas de cinéma comme les hommes, je veux dire, elles se relèvent tout de suite. J'avais vu la première finale de la Ligue des Champions gagnée par Lyon il y a 2 ans, donc, et j'avais trouvé le match très sympa, très bien. Et moi, j'aime assez, mais je connais pas suffisamment. Il y a juste le truc qui, pour moi, c'est du football, quoi. C'est vraiment du football. Bon, le seul truc qui me dérange un peu, parfois, mais peut-être je suis pas tombé sur les bons matchs, ce sont les gardiennes de but encore. Où des fois, il y a des buts qu'elles prennent pas un peu grotesques, quoi. Quand elles sortent dans les airs, je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Mais pour le reste, j'aime bien. Hein. Ok, très bien. Bon, voilà, on a eu son avis sur le foot féminin. On en reparlera à Amélie Fabriès, notre chroniqueuse de gardienne de but. Qui est gardienne de but. Voilà. On verra ce qu'elle en pensera. Allez, dernière intervention Roustan TV. Mais c'est là-bas que ça se passe, les enfants. Qu'est-ce qu'on s'emmerde en France, même en Europe, tout ça et tout, en Amérique du Sud. Ça saute, ça chante, ça danse. Voilà, il a été court celui-là, mais il a été complet parce qu'en plus on en a parlé juste avant, donc c'était très bien. Voilà. Allez, on y va sur les pronostics. Tu parlais justement de Trezeguet, juste pour te rappeler. River. Pour les pronostics, c'est parti, Didier. On va parler, on va aller assez rapidement parce qu'il est déjà passé 21h. Premier pronostic, Montpellier-Lyon sur la Ligue 1. Quel serait ton pronostic sur Montpellier? Montpellier, très bien. Ouais, parce que Lyon, j'ai pas été convaincu quand même de leur victoire contre Toulouse, et Montpellier, après la gifle à Bordeaux, je les vois bien monter comme des coucous. Ok, très bien. Bon, on verra tout ça. Ouais. Prochainement. Notre ami Thomas. Ben moi je suis un peu de l'avis de Didier. Enfin moi la victoire de Lyon face à Toulouse, j'ai pas cru grand chose. Montpellier la claque à Bordeaux, ça me surprend. Je verrais bien match nul. Par contre. D'accord, très bien, match nul. N'hésitez pas, nos chers tweetos, à nous mettre vos pronostics. Notre ami Lorelai. Bah écoute, je vais tabler aussi sur un match nul. Je vois pas une victoire de Montpellier et Lyon peut-être on peut ramer quand même face à eux, donc je tablerai sur un match nul. À tes casseroles, voyons. T'es une femme. Oh non, tout simplement non. Moi j'ai pas aussi la chance Montpellier. Excuse-moi, quand je les vois, ils m'emmerdent un peu. Et même si à domicile ils peuvent faire la différence. Oui, en plus, c'est complet. Je crois que c'est l'équipe depuis 2013 la plus efficace à domicile, Montpellier. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils Voilà, mais moi c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent quand même faire barrage par rapport à Lyon et je vois plus le match nul qu'une victoire de Montpellier. John. Match nul aussi. Match nul, ok, très bien. T'es pas du tout convaincu pour la Ligue 1. On le sait que t'aimes la première ligue. Moi, c'est la première ligue et après le reste, j'ai un peu du mal. Jean-Michel. Bah, personne n'a dit une victoire lyonnaise, alors je vais dire une victoire lyonnaise.
Ah oui, t'es carrément comme ça, toi, d'accord, ok. Bah, maintenant que le titre est joué, ils peuvent prendre les points, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Allez, nos tweetos et Julien, ton pronostic. Eh ben, moi j'ai été convaincu par la victoire de Lyon à Toulouse. Donc pour moi, ce sera une victoire de Lyon également. Et puis Forcément, il est lyonnais, lui. bah non, ça n'a rien à voir. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et Grégory sur Twitter lui voit un nul aussi. Ok, très bien. Et pour ma part, moi, je vais voir allez, une victoire lyonnaise parce que j'ai vu Lyon ce week-end aussi. Allez, je vais. Est-ce que t'habites à Lyon aussi? Non, j'habite à Lyon, mais c'est pas pour ça que je suis pour Lyon. C'est pas grave. On verra ça. Ça reste à moi quand Montpellier battra Lyon. On verra. Eh oui, pour l'instant. Non, je charrie. On verra. Allez, c'est parti sur le deuxième pronostic. Saint-Étienne-Rennes, la finale de la Coupe de la Ligue. Didier, ton pronostic. En sachant que la Coupe de la Ligue l'année dernière. Je vais dire match nul à l'issue du temps réglementaire et puis après on verra quoi. Saint-Étienne. Victoire d'ASSE, allez. Mais après prolongation. Ok, ça marche. Thomas. Bah, moi, clairement, enfin, j'ai un peu peur de la réaction rennaise après la claque prise des Avions ce week-end, mais avec l'atout chance et pattes de lapin Brandao à Saint-Étienne, j'espère vraiment de tout cœur, et ce peuple, ce chaudron le mérite, que Saint-Étienne va s'imposer avant la fin du temps réglementaire. Ok. Donc Saint-Étienne. Ok, c'est ce. Lorelai. Je table aussi pour une victoire de Saint-Étienne. Je vais pas aller aussi loin que Didier et dire après trop longue, mais je vois Saint-Étienne vainqueur. Ok, victoire de Saint-Étienne. John. Saint-Étienne est très convaincu cette fois. Rennes, ça fait 2 mois qu'ils sont dans la merde, quoi. Et Saint-Étienne, j'ai peur qu'ils aient du mal avec la pression au début, mais je pense qu'ils vont gagner. Brandao, ça marche bien. Puis ils le méritent. Au vu du jeu qu'ils fournissent. On verra ça ce week-end sur le terrain. Jean-Michel. Bah, vu tout ce que je dis sur Saint-Étienne depuis le début de la saison, forcément, j'espère une victoire de... Si tu dis pas Saint-Étienne, c'est pas normal. Oui. Et là, il va dire Rennes. Allez. Ah, non, pas vraiment, non. Je suis Saint-Étienne. Allez, nos tweetos, c'est toi, Julien. Moi, je vois une victoire de Saint-Étienne également. Je suis assez fan de cette équipe. Et puis, sur Twitter, on a Jérémy qui, lui, au contraire, va plutôt Rennes. Voit plutôt Rennes. Ok, oui, mais Jérémy, on le connaît. Il y a encore une sortie dans Antonetti aussi ce week-end. Je sais pas si vous avez vu. Oui, c'était assez sympa. Oui, celle-là, elle était encore un peu. On la mettra en jingle la semaine prochaine, peut-être. On verra ça. Pour ma part, moi, je vais dire la SSE aussi, la victoire de la SSE, même aux prolongations. Enfin, j'arrive pas à dire Rennes, mais j'aurais voulu dire Rennes juste pour le sursaut, mais bon, on sait jamais. Allez, dernier pronostic. Juventus AC Milan en Serie A. Didier, pour toi, ton pronostic sur ce gros match. Balotelli sera suspendu. Je vais dire la Juve. La Juve. Ok, très bien. Je sens qu'il va nous faire remonter les pronostics des invités parce qu'il y a un classement. Il faut savoir, Didier, il y a un classement à la fin et les invités sont pas très bien. Mais là, je pense que ça va remonter assez rapidement. Thomas, ton pronostic. Moi, je suis un peu de l'avis de Didier. Balotelli, qui fait beaucoup offensivement depuis qu'il est arrivé, sera suspendu. Ça va être compliqué. La Juve, en ce moment, marche un peu sur l'eau depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc, je vais dire la Juve aussi à domicile. Ok, la Juve. Notre ami, je mets n'importe quoi là. Notre ami Lorelai. Bah écoute, en bonne supporter de la Juve que je suis, ça va être une bonne victoire de la Juve, surtout face à AC Milan. C'est vraiment ma bête noire, donc. Je sais même pas pourquoi je te pose la question. Mais oui, il faut plus ce genre de tu vois, faut plus. Il y a Flamini qui sera suspendu aussi d'ailleurs, puisqu'il s'est fait expulser contre Naples. Ah bah ouais. Et il était en forme alors que. Oui, c'est vrai. Le dernier match, il était pas mal. John, ton pronostic. La Juve. J'ai vu ce week-end, ils sont bien remis là de la défaite contre le Bayern. La Juve. Ok, la Juve. Jean-Michel. Là, c'est Milan. Ouais, non, mais c'est que tu nous fais le suspense parce que je l'avais déjà marqué avant. Non, honnêtement, pour être honnête, je dis l'AC Milan parce que je suis obligé. Je suis supporter de l'AC Milan, donc chaque week-end je mets AC Milan. Mais je pense qu'il y aura un match nul. Ok, match nul. Ouais, j'ai mis l'AC Milan pour toi. Julien et nos tweetos. Moi, je vois plutôt la Juve et sur Twitter on a Jérémy qui nous dit un nul et Grégory la Juve gagne.
Eh ben pour moi, ça sera le match nul. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci à Didier Roustan pour cette intervention. Et juste avant de finir cette émission, Didier, il y a la phrase de l'invité qu'il faut dire. Donc c'est la dernière marche. Tu as été superbe jusqu'à la fin de l'émission. Donc là, t'as pas le droit de te louper. C'est simple. Il faut juste que tu répètes cette phrase. Ici, Didier Roustan. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. C'est RTS. RTS, oui, pas RTL. Bientôt, mais. Ok, oui, non, bien sûr, mais c'est RTS. Donc ici, Didier Roustan, quand on aime le foot, on écoute RTS Radio, c'est ça? Il y était presque. Ça, c'est encore mieux, en fait. Redis-moi. Arrêtez de vous moquer. Mes chroniqueurs, je vous demande juste de vous taire, arrêtez de vous moquer. Donc c'est ça, c'est ici Didier Roustan, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. D'accord. Ici Didier Roustan, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio, bien sûr. Bah voilà, ça c'est parfait. Mais voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Faire ce métier, finalement. Juste pour dire que les filles, elles arrivent du premier coup le mercredi quand même. C'est vrai. Ouais. Merci Didier pour cette très très belle intervention. Bon, j'ai remarqué quand même que Lorelai ne me suivait pas sur Twitter, ça ne va pas du tout. Si, ça y est, c'est fait. Non, je vois pas Lorelai et Jade vous suivre. Non, je te vois pas. Mais absolument, je suis là. Je suis tapis dans l'ombre, mais je te suis. Ah bon, moi je suis pour le sport, donc ça compte. Je t'ai envoyé le clip si tu veux regarder la belle Lorelai. C'est surtout ça qu'il faut suivre. Ouais, voilà. J'ai vu, elle est très jolie Lorelai, j'ai vu ça. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Didier le savait déjà à l'avance. Didier le savait déjà à l'avance. Merci à vous tous, merci à grand merci à Didier que moi. Non, mais c'est merci à vous tous, c'était un plaisir et puis à une autre fois, portez tous vous bien. Bonne chose. En tout cas, c'est un réel plaisir juste pour te dire et pour te le redire, parce que c'est moi qui t'ai tweeté sur ça. Je te trouve que tu as quand même une sacrée connaissance du foot, une sacrée encyclopédie du foot. Allez voir ses blogs, écoutez-le, parce que il nous raconte des choses que moi, personnellement, je connais pas parce que c'est un peu vieux, mais c'est super intéressant, c'est ultra intéressant. Allez voir, il vous raconte des choses super intéressantes sur ses blogs, l'équipe.fr. Vous tapez dans recherche Roustan si vous n'arrivez pas à trouver et vous allez voir toutes ces vidéos, toutes ces dernières vidéos de Didier Roustan. Bah écoutez, c'était un très grand plaisir de t'avoir reçu. Franchement, depuis le temps que je voulais t'avoir, merci beaucoup. Non, c'était un plaisir. Eh ben merci à tous mes chroniqueurs, John, Jean-Michel Vadiane, Thomas, Julien et Lorelai. C'était un grand plaisir encore de vous avoir. Encore un très beau travail abattu par l'équipe. Merci à tous mes auditeurs et tous les tweetos. À mardi prochain. À très bientôt. Et on finit sur la chanson qu'on vous accueille sur l'équipe 21. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.